Et je l'avais prédit à l'époque, avant que ça ferme. Je m'étais fait insulter, Mashinsky m'avait bloqué et Celsius m'avait bloqué. Mais j'avais raison. Quel enfer! Modestement autoproclamé le Robin des Bois des temps modernes, cet entrepreneur a navigué entre de nombreuses startups avant de finalement créer celle qui escroquera et fera perdre des millions de dollars à ses utilisateurs. Alex, il est né le 5 octobre 1965 en Ukraine sous le régime soviétique. Lui et sa famille vivaient dans une espèce de modeste cabane et ils réussissent à obtenir l'autorisation de quitter le pays dans les années 70, juste avant de s'installer en Israël en 1972. Là-bas, Alex y passera 16 ans de sa vie et il évoquera plus tard avoir vécu un énorme choc culturel dû au fait de quitter un pays communiste pour un pays socialiste avec des langues différentes et un environnement différent. Le gros choc pour lui, ça a aussi été de se confronter à un véritable melting pot de personnes venues de plus de 100 pays. Quand Alex y raconte cette expérience, il la décrit comme une excellente façon de grandir et d'essayer de comprendre le monde. Depuis tout petit, Alex il est d'ailleurs vachement touche-à-tout, tout comme son père d'ailleurs. Il aime trop bidouiller les lignes téléphoniques publiques d'Israël jusqu'à ce qu'un jour il se fasse repérer par le service national des télécoms du pays qu'il menace alors de couper la ligne de toute sa famille. Adolescent, il commence à vouloir se faire de l'argent et il se met alors à acheter aux enchères des biens confisqués par les douanes de l'aéroport de Tel Aviv pour les revendre dans le but de se faire un petit profit. Très bonne façon de faire de l'argent de poche. Alex Mashinsky, il a fréquenté plusieurs universités pour y étudier l'ingénierie électrique, notamment l'université de Tel Aviv où il passera finalement que 2 semestres sans jamais obtenir son diplôme. Juste après ses courtes études, il intègre l'armée israélienne où il se forme au métier de pilote. Après plusieurs petites entreprises un peu foireuses en Israël et 3 ans passés dans l'armée, Alex est déterminé. Il veut absolument rejoindre l'Europe pour commencer quelque chose de grandiose. Il choisit la ville de Paris dans un premier temps, mais l'agence de voyage lui souligne qu'il est en fait moins cher de voler jusqu'aux USA en faisant une escale à Paris plutôt que d'y arrêter son voyage. Il en faudra pas plus à Alex pour changer ses plans et accepter de découvrir l'Amérique. En 1988, il arrive donc à New York avec 100 $ en poche et décide rapidement de plus jamais repartir tellement ici sent bien. Je regardais autour de moi et je me disais, mais je retournerai jamais nulle part ailleurs, je vais rester ici. À partir de ce moment, Alex, il entre dans sa phase obsédée de l'entrepreneuriat. Si on en croit tout ce qui se dit sur lui, il a créé pas moins de 8 startups, a déposé près de 35 brevets couvrant certaines fonctionnalités de grosses boîtes telles que Netflix, Skype ou encore Twitter. Il a réussi à lever plus d'1 milliard de dollars et en récolter 3 autres par la revente de ses sociétés. Et s'il a joué sur autant de tableaux, c'est que son parcours a été vraiment tumultueux. Malgré ces chiffres mirobolants, Alex a souvent affirmé lors d'interviews que l'argent c'était pas son objectif principal. Non, lui le truc qui le motivait de fou, c'est quand il s'aperçoit que les consommateurs se font enfler par des grosses boîtes. On l'a dit plus tôt, Alex il se voit comme un Robin des Bois des temps modernes. Il veut aider la veuve et l'orphelin, son but est de prendre aux riches pour redonner aux pauvres, tout en bouleversant de façon massive et durable les secteurs dans lesquels il décide de mettre les pieds. Quand je vois des petits gars se faire écraser par des gros gars, c'est ça qui me donne envie de me battre. Alex fonde sa toute première start-up vers 1995 alors qu'il a à peine 30 ans. L'entreprise en question s'appelle Arbinet et il la décrit comme étant une petite entreprise qui fabrique des systèmes de messagerie vocale. C'est totalement sous-estimé la société quand on sait qu'elle proposait à l'époque l'un des premiers systèmes de messagerie vocale basés sur PC, à l'origine de la technologie qu'on utilise encore aujourd'hui pour téléphoner en VoIP, le Voice over Internet Protocol. En gros, la transmission de la voix par Internet. Le mec a juste pris l'industrie gigantesque de la téléphonie qui facturait 3 $ la minute pour les appels internationaux, l'a retourné dans tous les sens et boum! Appel gratuit pour tout le monde. En 95, on est qu'au début d'Internet et personne n'aurait pensé possible que les appels vocaux puissent passer par le réseau Internet. À l'époque, les autres sociétés de téléphonie faisaient payer le même système des millions de dollars. C'est plus de 3,5 milliards de personnes qui utilisent aujourd'hui des appels vocaux gratuits via la technologie créée par Alex Mashinsky. Et vous faites d'ailleurs sûrement partie de ces gens si vous avez déjà utilisé Skype, FaceTime ou encore WhatsApp. Arbinet devient une entreprise publique en 2004 avec une valorisation à plus d'1 milliard de dollars. Elle va lever plus de 300 millions de dollars et connaît une des meilleures introductions en bourse de 2004. C'est très impressionnant. Surtout quand la même année, Google fait également son entrée en bourse. Alex il va rester à la tête d'Arbinet jusqu'en 1999, puis des investisseurs de la société prennent le relais. Bon, un truc qu'on n'a pas dit, c'est que notre zozo Alex, là, il quitte rarement les sociétés dans lesquelles il est impliqué en bons termes. Un beau jour, il décide sur un coup de tête de récupérer Arbinet en affirmant qu'il était finalement le mieux placé pour tirer un maximum de la technologie. Les nouveaux dirigeants sont pas hyper contents et vont intenter une action en justice où ils accusent Alex d'avoir divulgué des informations confidentielles à des investisseurs institutionnels.
dysfonctionnel. Alex y réussit tout de même à récupérer un siège au conseil d'administration, mais nie totalement les accusations qui pèsent contre lui. En parallèle, il continue son petit bonhomme de chemin et crée quelques autres startups dans la tech qui fonctionnent plus ou moins bien. Tout ça nous amène en 2001, juste après les attentats du 11 septembre. Alex se rend à la MTA, la Metropolitan Transportation Authority de New York, avec une nouvelle idée en tête. Puisqu'il leur dit, on devrait mettre du réseau sans fil dans le métro. Ben ouais, au début des années 2000, il n'y a pas grand chose dans les métros new-yorkais, si ce n'est quelques vieilles cabines téléphoniques en panne. Le fait que cette si grande ville au réseau souterrain si vaste n'ait aucun service sans fil dispo était juste impensable pour Alex. Pour lui, le problème, il n'était pas technologique, mais juste commercial. La priorité du MTA, c'était pas la mise en place de tout un réseau qui leur coûterait des centaines de millions de dollars, mais la sécurité des usagers, et surtout dans un contexte de peur d'un nouvel attentat terroriste qui régnait alors sur la ville. Mais Alex, il accepte pas vraiment le refus, et il continue de se battre avec la MTA pendant plusieurs années, à base de sondages auprès de la population, d'études de marché et d'appels d'offres. Une des sociétés télécoms d'Alex, Q Wireless, va s'associer avec 3 autres entreprises pour former Transit Wireless et mettre toutes les chances de son côté pour remporter le contrat. Transit Wireless gagne cette victoire en 2007 après de nombreuses années de pourparlers. Le chantier a fini par coûter 300 millions de dollars, mais c'était pas en vain puisque la société est toujours en place et 8 millions de personnes utilisent son service de Wi-Fi gratuit et de 5G dans le métro new-yorkais chaque jour. Le prochain grand projet d'Alex, c'est une plateforme de réservation de trajet à la demande qui va relier les passagers à des voitures noires ou à des limousines grâce à un smartphone ou un ordi. Il a déclaré avoir eu l'idée après avoir été planté, lui et sa femme, par un chauffeur qui devait venir les chercher à l'aéroport. Ça vous dit rien ce concept? Parce que ouais, là encore, Alex il s'est montré plutôt visionnaire, et ce 5 ans avant qu'Uber voie le jour. C'est dans le cadre de cette nouvelle idée qu'il vend en 2005 la part d'Arbinet qui détenait toujours et utilise une partie de l'argent récolté dans son nouveau bébé Groundlink. Sauf que si on en croit Alex, malgré une longueur d'avance de 5 ans, Groundlink a dû s'incliner devant l'arrivée en fanfare de Uber sur le marché. Dans les interviews qu'il a données à ce sujet, Alex ira même jusqu'à accuser Uber d'avoir copié leur concept et de préférer se concentrer sur leur modèle économique ravageur que sur le bonheur de leurs usagers. En 2010, Groundlink fonctionnait pourtant plutôt pas mal dans plus de 5000 lieux et même mieux que Uber dans la ville de New York. Pour survivre face à ce nouveau géant du transport, Alex va demander à ses investisseurs un effort supplémentaire, ce qui leur a pas vraiment plu parce que les mecs ils voyaient que l'argent qu'ils allaient perdre à l'instant T. En plus de ça, en parallèle, ils vont décider de remplacer Alex par un autre PDG et Malcolm Elvey, cofondateur de Groundlink, quitte alors l'entreprise après un désaccord avec Alex. Malcolm, il explique avoir été déçu par la façon dont son associé avait géré l'entreprise et regrettait ne pas avoir pu poursuivre ensemble leur plan précurseur Uber avant Uber. Après cette déception, Alex retourne vers un secteur qui lui est familier et devient alors directeur général de la société de télécommunications Novatel Wireless en juin 2014. Mais son passage aux commandes va être de courte durée, on apprendra qu'il avait accumulé des millions de dollars en options d'achat dans une entreprise concurrente alors qu'il était à la tête de Novatel. Et c'est pas très bien vu, si tu veux, qu'un PDG d'une entreprise cotée en bourse spécule sur les options d'achat d'entreprises concurrentes. Alex se fait licencier en 2015 après environ 16 mois à la direction, selon un communiqué de presse de l'entreprise qui n'a pas souhaité fournir plus de détails. Il va ensuite enchaîner une série de missions de conseil avant d'être engagé en septembre 2016 en tant que PDG chez RTX Route Trader, une fintech dans le domaine des télécoms basée à Londres. Après seulement 6 mois dans ce rôle, c'est une fois encore un différend avec la direction qui va le conduire à quitter l'entreprise. Et moi, contrairement à lui, je m'éparpille pas, j'ai qu'une seule société. C'est cette chaîne YouTube qui a bientôt 400 000 abonnés. Abonnez-vous! Comme ça on peut continuer, merci! Avec tout ça, on se fait une bonne idée de l'étendue de l'ambition d'Alex. C'est un mec qui en veut toujours plus et il revient avec une idée toute neuve. Rendre complètement transparent le système bancaire, et j'en fais trembler mon micro. Il veut faire ça en aidant Monsieur Tout-le-Monde à s'émanciper des grosses banques qui lui piquent son argent, et grâce à ça à accéder à une certaine forme de liberté financière. C'est dans cette optique-là qu'Alex veut créer, selon ses propres mots, une entreprise qui a pour but de fournir des services justes et transparents, ceux-là même qui ont été abandonnés par les banques, des intérêts justes, des taux de prêt bas et des transactions ultra rapides, et tout ça sur base de crypto-monnaies. Accrochez-vous, on va parler du gros de la vidéo, le cas Celsius Network. Alex va lancer Celsius en 2017 avec 2 associés. Pour expliquer sa réflexion à ses potentiels clients, il déclare sur son compte Twitter, dont les tweets sont d'ailleurs protégés vu l'avalanche de merde qui s'est passée depuis: « J'ai 6 enfants à la maison et je pense tous les jours à quel monde on leur laisse. Créer une plateforme financière décentralisée pour tout le monde sur la planète, c'est ma mission. » Alors sa nouvelle société, là, Celsius Network, qu'est-ce que c'est au fond? Celsius a su se hisser comme une des plus grosses plateformes qui proposait un accès simplifié à des services de finances décentralisés, l'emprunt, le prêt et l'épargne sur crypto-monnaie en gros. Elle a donc le même modèle de base qu'une simple banque, c'est-à-dire accepter des dépôts et faire des prêts,
À la différence que pour attirer du monde, les intérêts sur les dépôts des clients sont beaucoup plus élevés que ceux d'une banque réglementée. Et c'est pas mal déjà, mais comment ils font? Et surtout, elle est où la crypto dans tout ça? Grâce à Celsius, Alex propose un portefeuille de crypto en ligne, l'un des seuls selon eux qui permettait aux clients d'utiliser leurs coins en tant que garantie en échange d'un prêt en dollars, et aussi de les déposer pour gagner des intérêts via le programme Earn, tout simplement gagner, ils sont pas allés chercher très loin. Alex souhaite donc rendre l'emprunt d'argent plus accessible, et pourquoi pas? Certaines personnes possèdent des crypto-monnaies, mais si un jour elles ont besoin d'acheter une voiture ou de rembourser une dette, elles leur serviront à rien parce que la plupart des entreprises n'acceptent toujours pas les paiements en crypto. Selon Alex et ses associés, les cryptos stockés sur un portefeuille lambda ne servent à rien, puisqu'elle ne génère aucun intérêt. En déposant vos cryptos sur la plateforme Celsius, vous pouvez gagner jusqu'à 18% d'intérêt sur les coins prêtés selon la crypto concernée. C'est bien plus que ton livret A, Jean-Michel. En gros, la plateforme met tes coins à contribution, comme quand ta banque préférée se sert de tes économies pour faire du trading et te rapporter le montant faramineux de 1,12€ à l'année, sauf que eux, ils optimisent pour que tu puisses récupérer un max d'intérêt dessus. Et si tu veux faire un prêt, tes cryptos servent de collatéral ou de garantie si vous préférez, et grâce à ça, tu bénéficies d'un taux avantageux et tu reçois en échange de l'argent fiat, c'est-à-dire de la monnaie traditionnelle en dollars, euros, etc. L'intérêt pour l'utilisateur, c'est de profiter du rendement sans s'exposer aux inconvénients et au risque de gérer lui-même son aventure dans la finance décentralisée. Bien sûr, avec un discours comme celui-ci, Alex il se positionne ouvertement contre le système bancaire classique. Il entre en guerre. Dans toutes les conférences sur la crypto où il fait son apparition, on le voit d'ailleurs arborer un t-shirt magique qui deviendra sa marque de fabrique, un simple t-shirt noir sur lequel il est écrit « Les banques ne sont pas vos amis ». Et c'est une technique courante pour ces entrepreneurs de s'ériger en héros et de trouver un parfait vilain à leur histoire. Ils créent le doute sur des institutions bien connues et installées, souvent grâce à des arguments qui tiennent honnêtement la route. Selon lui, la plupart des banques ne comprennent pas la puissance des cryptos et de plus, elles aident les riches à devenir encore plus riches. Et on l'a vu, Alex il dit vouloir aider les pauvres, pas les millionnaires. Son but, c'est de remplacer tout le système bancaire par la blockchain et redonner le pouvoir aux individus afin que chacun accède à une certaine forme de liberté financière. En plus de son portefeuille décentralisé, Alex il nous présente le token Celsius, le CEL. Et le CEL, c'est lui qui l'a eu plus tard. Petite blague. C'est gratuit. Ah bah abonnez-vous, il faut pas rater des blagues comme ça. Le token agit comme un système de récompense et permet également d'obtenir des réductions sur les services de la plateforme. Le but c'est d'attirer les gens tout simplement. Si vous décidez de déposer vos cryptos chez Celsius, alors vous obtiendrez des tokens CEL comme une sorte de cadeau pour avoir prêté vos coins et contribué à la commu. Chose à souligner, Alex sait parfaitement se montrer rassurant. Dans les nombreux lives YouTube qu'il avait l'habitude de faire, les AMA pour Ask Mashinsky Anything, il informe ses clients des risques potentiels de sa plateforme en leur promettant que si faillite il y avait, alors les cryptos des utilisateurs seraient tout simplement rendus aux gens. Avec Celsius, Alex s'est rapidement positionné comme un géant de son domaine et en l'espace de quelques années, la plateforme a levé près de 865 millions de dollars et elle a atteint les 3 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Tout ça avec 1 million de clients, c'était énorme. Mais ce doux rêve va être de courte durée, comme on dit. Parce que désolé si vous aviez prévu de rejoindre le réseau Celsius, depuis juin 2022, l'entreprise est déclarée comme étant en faillite. Et je l'avais prédit à l'époque, avant que ça ferme. Je m'étais fait insulter, Mashinsky m'avait bloqué et Celsius m'avait bloqué. Mais j'avais raison. Quel enfer! Dans un premier temps, parlons de ce fameux token. On commence avec un bon petit mensonge d'Alex à la communauté, parce qu'au tout début, Celsius avait prévu de lever 50 millions de dollars par la vente privée de 325 millions de tokens, argent qui serait utilisé pour acheter les tokens CEL sur le marché et ainsi faire monter la valeur et attirer plus d'utilisateurs. Mais sur les 50 millions de dollars espérés, seulement 32 ont pu être obtenus, et ça, Alex, il a bien omis de le mentionner. Bref, 2018 et 2019 passent, les clients affluent grâce aux belles promesses du dirigeant, et Celsius achète des tokens CEL à bas prix afin de pouvoir récompenser ses utilisateurs et payer les rendements qui leur sont dus. Tout roule. Mais à partir de 2020, ça commence à se corser. L'entreprise se met à renforcer d'un coup ses achats de tokens afin de faire monter le prix du CEL, notamment grâce à des ordres d'achat placés judicieusement dès que le prix de l'actif baissait. Entre 2020 et 2021, le token CEL voit donc un rendement de plus de 14 000%, et Alex, lors de ses live AMA, peut ainsi se vanter de la grande utilité du token. Mais sauf que du con, c'est ta propre entreprise qui achète ton propre token. Tout est faux, les achats n'existent pas, ils sont dans ta tête, Jérémy. Parce qu'il faut bien avoir en tête que le token CEL en question, il est utilisé nulle part ailleurs que sur la plateforme Celsius. Alors bien entendu, vous vous doutez que les principales personnes à qui la hausse du prix du token a profité, c'est Alex et ses associés, bien entendu. Le mec en a profité pour revendre au moins 25 millions de tokens de sa propre boîte et de se faire un gain de près de 68 millions de dollars. Celsius se retrouvait en fait à acheter en masse les tokens CEL d'Alex, son dirigeant.
Ce qui a instauré rien de bon, parce que littéralement, il prenait l'argent de sa boîte pour s'en donner à lui-même. L'ancien directeur financier de Celsius a d'ailleurs dit une énorme dinguerie que je trouve géniale. Je cite, « Nous parlons de devenir une entité régulée et en parallèle, nous faisons des choses potentiellement illégales et de manière certaine non conforme. » Génial. L'entreprise finit par ne plus réussir à générer suffisamment de rendement avec les actifs des utilisateurs pour continuer son rachat massif de tokens. Du coup, Alex et les autres dirigeants ont commencé à utiliser les actifs Bitcoin et Ethereum de leurs clients pour continuer les achats. On peut s'arrêter là 2 secondes. Ils ont utilisé l'argent des gens pour acheter leur merde. Ils sont complètement fada les développeurs ou quoi? Sauf que par manque d'outils de traçabilité, au début, ça se voyait pas trop, jusqu'à ce qu'on remarque un déficit global des cryptos en question dans les portefeuilles de leurs clients. Pour rectifier le tir, Alex essaye alors de combler ce déficit en rachetant les cryptos en question sur le marché. Le problème, c'est qu'en 2021, ça coûte méga cher d'acheter du Bitcoin et de l'Ethereum. Mais l'effet boule de neige était lancé, parce que si le prix du token Cell ne continuait pas de monter, les utilisateurs qui en recevaient comme cadeau pour avoir déposé leur actif ne recevraient plus rien du tout, et tout le système s'écroulait. Celsius créa un trou dans la caisse d'un montant de 300 millions de dollars qui continua jusqu'à dépasser le milliard de dollars. On arrive en avril 2022 et Alex fait une annonce qui va surprendre tout le monde. Les investisseurs ne pourront plus ajouter de nouveaux actifs à leur portefeuille ni gagner des récompenses sur la plateforme. Le même mois, le doute s'installe parmi les employés de Celsius qui commencent à y voir un système similaire à un Ponzi. Vous vous souvenez des promesses d'Alex de rendre aux utilisateurs les rendements des actifs déposés sur la plateforme? Il se trouve que Celsius générait pas vraiment d'intérêt et qu'il n'y avait en réalité aucune corrélation entre le paiement des intérêts des clients et le rendement généré par l'entreprise. Celsius y fixait les taux d'intérêt aléatoirement et la seule condition c'était qu'ils soient supérieurs à ceux de la concurrence dans le but d'attirer toujours plus d'utilisateurs. Aucun calcul savant derrière ces belles paroles, rien du vent. Dites-vous qu'entre 2018 et mi-2022, Celsius a dû délivrer plus de 1,36 milliard de dollars de plus que ce qu'elle avait réussi à générer. C'était un bon gros modèle économique de merde. Pour réussir à maintenir les rendements promis, Celsius s'est mis à adopter des stratégies de plus en plus risquées avec les cryptos de ses clients. Ce qui est très drôle quand t'as de l'autre côté le PDG qui soutient absolument l'inverse lors d'une interview pour le journal Financial Times. Du point de vue des risques, on est probablement l'une des sociétés les moins risquées que les régulateurs du monde entier ont jamais vues. On l'a mentionné un peu plus tôt, mais Celsius manquait également d'outils de traçabilité dignes de ce nom et l'entreprise faisait un travail déplorable en ce qui concerne le fait de voir la performance réelle de ses actifs. Avec les nombreuses tentatives pour rattraper ses pertes et des stratégies de placement de plus en plus risquées, Alex et ses équipes ont fini par perdre près de 150 millions de dollars dans les limbes de la finance décentralisée. En mai 2022, Celsius n'a quasiment plus aucune liquidité et en parallèle, on assiste au crash de l'écosystème crypto Terra Luna. Les gens n'ont plus aucune confiance dans les crypto-monnaies et retirent en masse leurs actifs, ça donne près de 1,4 milliard de dollars de retrait en l'espace de quelques semaines. Pendant ce temps, Alex continue les mensonges et vante la solidité des comptes de sa boîte. Pourtant, celle-ci était déjà dans l'incapacité de rembourser les clients depuis 2020. Le bro n'a pas d'argent. Le 12 juin 2022 marque un tournant dans l'aventure entrepreneuriale d'Alex. À court d'argent, Celsius stoppe tous les retraits de ses utilisateurs et gèle tous les échanges et les transferts. Ce qui a bien entendu pour effet d'alimenter les rumeurs selon lesquelles la plateforme est profondément insolvable, sachant que 2 jours auparavant, Alex annonçait pourtant dans un live que Celsius possédait des milliards en liquidité. Il a même affirmé dans un tweet à un de ses détracteurs que ses clients n'avaient aucun problème à retirer leur argent de la plateforme. Dès le 30 juin, Celsius engage un cabinet d'experts en restructuration pour explorer les options qu'a l'entreprise pour tenter de minimiser son effondrement, et début juillet 2022, Alex et ses associés licencient environ 23% de leur personnel. Le 7 juillet, la société de staking KeFi porte plainte contre Celsius devant la Cour suprême de New York en affirmant que l'entreprise a manipulé le marché et surtout n'a pas su mettre en place des contrôles de base pour s'assurer de la protection des dépôts des utilisateurs. Parce que bien évidemment, les portefeuilles des clients n'étaient pas du tout protégés correctement. Le PDG de KeFi en profitera même pour bâcher Alex dans un thread Twitter, c'est parti vraiment en hors-lit. Après des mois de lutte, Alex finit par déposer une demande de protection pour son entreprise le 13 juillet dans le cadre du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites. Cependant, les retraits ne seront pas dégelés et les utilisateurs continueront de se faire enfumer parce que si Celsius n'avait pas suspendu les transferts, l'accélération des retraits aurait permis à certains clients, ceux qui étaient les plus rapides à exécuter leur ordre, à être remboursés totalement, alors que les autres auraient dû attendre que Celsius récupère de la valeur sur des positions financières illiquides ou à temps très long déployées sur la finance décentralisée avant de pouvoir récupérer quoi que ce soit. En septembre 2020, Alex cède à la pression et en même temps, plus grand monde devait l'aimer le gars, et il va démissionner de son poste de PDG de Celsius. En décembre, le tribunal annonce que Celsius allait pouvoir rembourser
certains de ses clients à hauteur de 44 millions de dollars. Mais seulement ceux qui n'ont jamais participé au programme Earn. Autant vous dire que ça concerne que quelques heureux élus et que les autres vont devoir batailler pour récupérer leurs actifs. En janvier 2023, la procureure générale de New York intente une action en justice contre Alex pour escroquerie de centaines de milliers d'investisseurs, dont plus de 26 000 New-Yorkais. Et ça, je le sais parce que j'avais un compte Celsius que j'utilisais très peu, vous inquiétez pas pour moi. Et du coup, j'ai reçu une lettre à la maison. Je l'ai pas là, c'est con, je l'ai jeté. Mais c'était une lettre pour me dire que je faisais partie de la procédure judiciaire et que je pourrais récupérer les 3 centimes de dollars de Bitcoin qui me restaient sur la plateforme au bout de la fin de la procédure. C'était à mourir de rire. J'en ai évidemment rien à foutre. La procureure exige qu'ils remboursent leurs fonds aux victimes, mais aussi qu'ils ne fassent plus jamais affaire sur le territoire de l'État de New York. Et si vous avez aimé cette vidéo, allez voir ma vidéo sur Charles Ponzi.